Ça y est. Ça y est. Ok. Donc, je vois bien. Ok. Bon. Vous ne cassez pas la tête, j'ai écouté parce que je ne sais pas rien du tout. Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence qui va être consacrée à la découverte du parcours extrêmement atypique d'une chercheure biologiste, Lucie Randouin. Je voudrais remercier les colonnes du journal La Manche Libre d'avoir annoncé cette visioconférence auprès des Grands-Villais et même peut-être bien au-delà. Et nous allons découvrir ensemble, à travers cette visioconférence, le parcours extrêmement éclectique et les apports que cette scientifique a pu apporter au territoire de Granville. Merci à tous pour votre attention. Alors, la page d'accueil apparaît. J'espère que l'ensemble des participants qui nous rejoignent ont la possibilité de visualiser le support de présentation qui va accompagner les échanges. Bienvenue à tous pour explorer nos liens entre science et nature depuis Granville, sur les traces des pionniers et des découvreurs. Alors, je suis très heureux d'avoir préparé cette conférence et d'avoir pu en amont l'annoncer auprès de La Manche Libre. Nous allons découvrir en quoi ce rapport entre terre et mer, qui est si fort dans notre région, a été un élément qui a été finalement stimulé par des travaux scientifiques, des travaux académiques portés par Lucie Randouin. Pour nous plonger dans le prisme de cette chercheure biologiste défricheuse, je voudrais rappeler l'histoire, le très grand passé de Granville dans la valorisation de nouvelles ressources liées à la mer. Alors, on pense à l'industrie morutière, effectivement très importante, au large de Terre-Neuve, de l'autre côté de l'Atlantique avec nos amis canadiens. Mais il y a eu, peut-être bien avant cela, un travail extrêmement précurseur pour valoriser ce lien avec la mer. Ça a d'abord commencé avec le sel, et peut-être que c'est une page de l'histoire du département qu'on a un peu oubliée, mais les salines de la Manche offrent un formidable héritage scientifique, un héritage aussi en matière d'innovation sur la façon dont en Normandie, les hommes ont exploité l'espace et ont su faire fructifier des richesses. Des richesses qui aujourd'hui se situent à la fois au carrefour de la mer, mais aussi de son arrière-pays, puisque nous allons voir en quoi les travaux de Lucie Randouin ont aussi permis des découvertes extrêmement intéressantes dans le domaine de l'agroalimentaire et des sciences du vivant. Et d'une certaine façon, finalement, Lucie Randouin peut-être traduit la capacité, en tout cas la grande inventivité des Normands, à être en quête permanente vers un nouveau monde. Et nous allons voir comment, finalement, les découvertes de Lucie Randouin se sont aussi projetées vers d'autres cultures en relation avec la botanique, la nutrition santé et les biotechnologies. Je vais vous parler aussi des correspondances et notamment des échanges épistolaires que Lucie Randouin a entretenus avec mon arrière-grand-père qui était bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui a voulu reconvertir son savoir-faire horloger pour exploiter des minéraux marins. Nous allons voir précisément comment ces innovations ont fonctionné et comment elles ont été aussi encouragées grâce à des travaux précurseurs, notamment portés par Lucie Randouin. Alors, je voudrais, pour ouvrir cette conférence, vous proposer un petit détour historique et rappeler l'importance d'une très grande industrie granvillaise qui est la pêche à la morue. Sur cette carte, vous pouvez vous projeter et retrouver finalement les grands pôles, en tous les cas les extrémités en Atlantique Nord,
ou les pêcheurs de Granville, qui étaient parfois concurrencés par d'autres armements que vous voyez sur la carte, à la fois, je pense, au port de Fécamp, mais aussi Le Havre, Saint-Malo et Bordeaux. Et ces pêcheurs de grand fond, vont d'abord utiliser leur connaissance des routes maritimes transatlantiques, en allant vers l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et parfois, comme vous voyez, d'autres itinéraires vont aussi se développer vers l'Atlantique Nord. Extrêmement haut sur le globe, puisque vous voyez ces routes, plus de 3600 km depuis Granville pour atteindre la mer de Barents, la mer de Kara, les rivages de la Norvège et même encore plus loin, comme l'indique sur la carte, le large du Groenland. Alors la morue normande est au cœur d'une histoire qui a été à la fois fortement reliée à des industries de conservation, et aujourd'hui, des démarches muséographiques valorisent aussi ce grand passé morutier qui a marqué aussi l'âge d'or de Granville, son ouverture au-delà des mers et au-delà des océans. Et en Normandie, je pense qu'il y avait peut-être deux principaux ports qui ont été des pionniers, des précurseurs dans ce domaine. C'est Granville, bien sûr, mais aussi, je pense, au port de Fécamp. Alors, la pêche à la morue s'exerçait dans des conditions extrêmement difficiles, et de retour, après de longues expéditions, la morue était déchargée sur les quais. Elle était transformée, elle était séchée, comme vous pouvez le voir sur ces images d'archives, et également utilisée pour fabriquer des coproduits. Vous avez ici l'exemple de l'huile de foie de morue que nos grands-parents ont bien connue. Alors, étudions ensemble le parcours de Lucie Randouin et son parcours extrêmement original d'oiseau migrateur entre les filières de pêche, entre la science, mais aussi, et on va le découvrir, avec les industries normandes agroalimentaires. Lucie Randouin, je pense que c'est une figure qui est à la fois extrêmement inspirante aujourd'hui, parce que d'autres femmes ont un peu pris, je dirais, le relais de son combat. Je pense notamment à une navigatrice qui s'appelle Hélène MacArthur. Cette navigatrice a créé une fondation éponyme qui est aujourd'hui très engagée de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, sur les enjeux d'économie circulaire. Et c'est peut-être le rôle extrêmement atypique que Granville a réussi à développer en imaginant une relation extrêmement intéressante entre terre et mer. Et nous allons nous plonger dans le parcours de Lucie Randouin et découvrir comment cette biologiste a aussi valorisé les filières du territoire. Comme je vous l'indiquais, pour bien comprendre sa démarche et réussir à la résumer en une expression qui soit assez courte et percutante, Lucie Randouin a été, d'une certaine façon, un oiseau migrateur. Entre science et nature, elle est née Fandard. C'est une université française qui est à l'origine d'études pionnières sur la biologie, la nutrition et également les vitamines. Elle n'a aucun lien avec la Normandie. Elle est originaire de Lyon. Elle vient des terres de Bourgogne et elle va rapidement entreprendre une carrière parisienne. Elle va percer dans le monde scientifique et devenir agrégée de sciences naturelles en 1911, à une époque où ce type de cursus et de reconnaissance académique était essentiellement réservé à des hommes. Elle a véritablement percé dans un univers scientifique qui était plutôt masculin, et nous allons découvrir ensemble ses découvertes. Son parcours est inédit. Elle a été, je voudrais le rappeler, la première femme biologiste à l'Académie de médecine, à imaginer notre futur entre science et nature.
Et après le décès de Marie Curie en 1934, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Et ce débat est toujours, je pense, d'actualité, puisqu'un siècle plus tard, la place des femmes dans les institutions médicales reste extrêmement congrue. Et je pense que dans le contexte sanitaire actuel, qui invite également à de l'anticipation de la part de biologistes, des capacités industrielles exceptionnelles avec une proximité requise dans le monde de la recherche pour stimuler l'industrie pharmaceutique, on a malheureusement assez peu de femmes qui sont mises en valeur dans ces trajectoires, dans ce rôle de mise en relation entre des filières et des disciplines. Et je crois que le parcours de Lucie Randouin, au début du XXe siècle, mérite d'être salué. Alors, sa carrière dans la recherche et dans l'enseignement a été prometteuse. Je ne vais pas citer l'ensemble de ses titres et de ses reconnaissances académiques sur le plan de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous dire qu'elle est la seconde femme agrégée de sciences naturelles. Elle est la première femme à enseigner en Sorbonne, à la faculté de médecine de Paris. Et elle terminera sa carrière avec la fonction de directrice générale honoraire du CNRS. Elle va aussi s'impliquer pour vulgariser ses travaux scientifiques vers le grand public. Elle va s'investir notamment dans l'émergence de la première école nationale française de diététique. Elle va s'investir pour vulgariser et faire prendre conscience de l'importance de la diététique, de la nutrition pour le corps humain, dans une période où ces travaux étaient malheureusement extrêmement peu pris en compte. Et avec l'un de ses confrères, Jean Trémolière, elle va encourager l'ouverture d'une première école publique à Paris qui va prendre la forme d'un lycée technique. Vous avez ici un exemple de publication scientifique que Lucie Randouin a publié à droite de cette slide et qui s'intitulait « Les rations alimentaires équilibrées ». Alors, Lucie Randouin va aussi avoir un rôle exceptionnel pendant les deux guerres. Elle a d'abord, pendant la guerre 14-18, assuré, à titre bénévole, la direction des travaux pratiques du laboratoire de physiologie de la Sorbonne, en l'absence de chefs de travaux et de préparateurs qui, à l'époque, étaient mobilisés sur le front. Elle va également jouer un rôle de premier plan et qui a peut-être un écho tout particulier aujourd'hui dans la stratégie vaccinale qui se développe en France et qui est assez laborieuse à se mettre en place. Elle a, pendant la Seconde Guerre mondiale, conservé des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans les sous-sols de l'Institut d'hygiène militaire. Et ces vaccins, qui étaient tenus secrets, avaient pour destination la résistance. Lucie Randouin va effectivement jouer un rôle actif avec des réseaux de résistance et dans un courrier adressé au directeur du CNRS en octobre 1944, elle fera mention d'autres faits, notamment pendant la période de l'occupation. Dans son laboratoire, elle va héberger temporairement un prisonnier évadé qui faisait partie des forces françaises de l'intérieur, un membre du comité directeur de l'OCM, une traductrice bibliographe d'origine russe, naturalisée française et de confession juive, ainsi que plusieurs hommes qui avaient été affiliés de force au STO, au service de travail obligatoire. Lucie Randouin va aussi mener pendant cette période des activités de prévention, des activités de santé publique en faisant plus ou moins clandestinement des conférences sur l'alimentation en zone libre, mais aussi en zone occupée.
Elle aura des relations épistolaires également avec des industriels, avec des scientifiques. Et c'est à partir de ce moment-là que se développera aussi des liens, des correspondances avec mon arrière-grand-père. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Alors, Lucie Randouin a effectivement développé de nombreuses publications et de nombreuses conférences vers le grand public. De 1910 à 1957, on comptabilise plus de 500 publications scientifiques qui prennent la forme de notes, d'écrits, de bulletins, mais qui seront aussi mis en valeur, mis en avant dans le cadre d'émissions de radio et également dans le cadre d'émissions de télévision. Je voudrais vous signaler en 1956 une émission de radio qu'elle animait et qui s'appelait Tribune de la santé. Des relations épistolaires également, elle répondait à beaucoup de courriers et elle va avoir des liens tout particuliers avec l'abbé du Mont-Saint-Michel et des pionniers et des porteurs de projets innovants dans la Manche. Alors, c'est une ambassadrice des sciences, elle représente la France dans de grandes conférences internationales, elle participe à des congrès scientifiques de très haut niveau sur la côte est des États-Unis, à Boston en 1929, mais aussi dans des capitales européennes qui accueillent de grandes conférences, à Rome en 1932, à Madrid en 1934, à Bruxelles en 1935 et également en Suisse dans les années 50. Je pense que j'ai utilisé pour préparer cette conférence cette expression d'oiseau migrateur entre science et nature. Vous voyez qu'on découvre à travers finalement les différents avatars de sa vie l'extraordinaire implication, la mobilisation pour participer à des travaux, les vulgariser, mettre en cohérence les informations disponibles en relation avec des milieux académiques et scientifiques. Alors, que retenir finalement des travaux de Lucie Randouin, de ses découvertes? C'est une véritable défenseuse de l'équilibre alimentaire. Et pour valoriser cet équilibre alimentaire, elle va notamment défendre le rôle thérapeutique des rations. Elle va aussi faire des liens extrêmement intéressants entre les problèmes de l'alimentation et ceux de l'alcoolisme. Aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui pourraient paraître en fait finalement de bon sens. On est de plus en plus attentifs, les femmes, les consommatrices font de plus en plus attention à leur équilibre, à la nutrition, mais il faut bien resituer le contexte et mettre peut-être l'originalité de ces découvertes dans finalement une adaptation qu'elle a su apporter à la vie pratique des Français dans une période aussi qui sortait de la guerre, qui sortait des conséquences traumatisantes, des restrictions et des pénuries alimentaires. Et donc, on avait peut-être un peu délaissé finalement ce rôle à trouver d'économie circulaire entre des filières de la mer, ce lien aussi entre terre et mer. Et finalement, Granville va être en quelque sorte un laboratoire parce qu'elle va s'intéresser à ces filières de pêche, parce qu'elle va valoriser le travail mené, les grandes aventures maritimes des pêcheurs de grands fonds en quête de produits sains naturels, et elle va mettre en avant combien finalement la pêche à la morue, mais également d'autres minéraux marins extraits dans la baie du Mont-Saint-Michel sont des éléments extrêmement importants pour l'équilibre alimentaire. Elle va aussi beaucoup soutenir le gros sel de l'île de Noirmoutier, encourager également des minéraux marins. Elle va aussi mettre en valeur l'intérêt du plasma de Quinton, qui existe toujours aujourd'hui et qui consiste à prélever dans des fonds marins, en haute mer, dans des ampoules, des petites quantités d'eau de mer qui sont aussi extrêmement stimulantes et qui aujourd'hui encore sont prélevées notamment dans les sargasses. Elle a valorisé le travail aussi salicole, le sel de l'île de Ré,
mais aussi dans le sud-ouest de la France, dans le secteur du Narbonnais. Alors, j'ai mis, pour faire écho avec la grande histoire de Granville, au-delà des mers et des océans, j'ai rappelé le drapeau que vous voyez ici à l'écran de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que finalement, il y a un très grand destin maritime qui relie Granville avec la pêche à la morue. Lucie Randouin, je crois qu'elle a été aussi, et c'est peut-être quelque chose qui est assez inspirant aujourd'hui, elle a finalement, par ses applications, par l'application de ses travaux dans la vie finalement très quotidienne, elle a permis de décloisonner l'innovation. Et aujourd'hui, beaucoup de laboratoires de recherche travaillent peut-être beaucoup trop en silo. Et c'est peut-être cet aspect un peu psychorigide de certains chercheurs qui ne permet peut-être pas aujourd'hui à la recherche fondamentale d'avoir un lien fort et direct avec les universités, avec les entreprises. Et ce qui est intéressant dans le contexte qu'on voit aujourd'hui de marasme autour des vaccins, finalement, les premiers vaccins qui étaient disponibles contre la Covid-19 en Europe étaient essentiellement issus d'entreprises qui avaient été fondées par des universitaires. BioNTech en Allemagne, qui a été créé par 3 chercheurs de l'université de Mayence, et Moderna, qui a été fondée par un biologiste de l'économie de l'université d'Harvard et qui est effectivement un environnement extrêmement stimulant sur la côte est des États-Unis, à Boston, où l'économie pharmaceutique est extrêmement proche à la fois des travaux académiques et du travail qui est mené ensuite avec les industriels dans les sciences du vivant, dans l'industrie pharmaceutique, dans les biotechnologies. Et finalement, la crise sanitaire qu'on observe aujourd'hui, je pense, souligne aussi un vrai besoin, un besoin de réactivité dans la capacité que la recherche pharmaceutique a besoin de relancer. C'est une activité économique et industrielle qui est extrêmement liée à la recherche fondamentale. Et finalement, aucun autre secteur n'a autant besoin de ce lien fort et direct avec les entreprises, mais aussi avec les laboratoires de recherche. Et peut-être que Lucie Randouin est finalement le témoignage d'une femme qui pourrait encourager d'autres femmes biologistes à sans doute s'approprier l'esprit d'entreprise en université et y intégrer le prisme de l'entrepreneuriat au féminin. Quelque chose qui est peut-être un levier extrêmement fort. Alors, nous allons nous attarder à l'influence des travaux de recherche dans le sillage des pionniers et des découvreurs de Granville. Je vous ai parlé de cette activité historique, de ce grand passé autour de la pêche à la morue que Lucie Randouin a valorisé dans ses travaux de recherche. Elle a été aussi beaucoup plus loin et elle a identifié de vrais sujets de niche qui résonnent avec l'histoire de Granville, avec un quartier insulaire de Granville que les habitants et les touristes apprécient énormément, qui est l'archipel de Chauzet et qui est un écosystème extrêmement riche en minéraux marins. Pour bien comprendre l'importance de l'archipel de Chauzet, mais aussi plus largement de l'écosystème de la baie du Mont-Saint-Michel dans lequel rayonne le territoire granvillais, je vous invite tout simplement à vous imaginer sur une plage. Et en vous promenant sur le sable, vous pouvez bien souvent y apercevoir des coquillages. Et ces coquillages sont d'une très grande richesse parce que ce sont des minéraux marins, des coquillages extrêmement riches en calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et je vais vous expliquer comment les travaux de Lucie Randouin ont simulé des découvertes dans le pays granvillais en utilisant un savoir-faire atypique, un savoir-faire horloger qui a été breveté et ensuite industrialisé par mon arrière-grand-père lorsqu'il a développé les industries probiomères dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, vous avez ici en photo la bijouterie horlogerie historique
qui a été fondée dans la baie du Mont-Saint-Michel par mon arrière-grand-père, avec comme emplacement historique la grande rue des Stuarts. Et cette bijouterie-horlogerie va développer une véritable culture de l'innovation. Je vous ai résumé en une slide l'esprit de cette culture familiale. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Et nous allons découvrir ensemble comment ce savoir-faire horloger a apporté des découvertes extrêmement intéressantes pour valoriser les minéraux marins en baie de Granville, mais aussi en relation avec Chauzet et les îles anglo-normandes. Ce que vous pouvez voir sur cette vieille photo de cette bijouterie-horlogerie, il y a à la fois sur le fronton, mais aussi dans la vitrine, une marque qui fait beaucoup sensation à l'époque, c'est la marque Zénith. Cette marque a été portée par de grandes personnalités dont vous avez une liste ici, des marins, des explorateurs, des scientifiques, mais aussi de nombreuses personnalités politiques. Et je voudrais m'attarder peut-être un peu sur ce volet-là. D'abord, vous dire que cette marque Zénith, qui est récompensée lors de grandes expositions universelles à Paris, fait sensation dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi ailleurs. Elle intéresse de grands voyageurs, de grands pèlerins, et en particulier Gandhi, qui portera une montre de poche en argent, qui sera l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien en signalant ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et cette montre Zénith sera volée malheureusement lors d'un voyage en train en Inde. Et le voleur, rempli de culpabilité, lui aurait rendu 6 mois plus tard. Cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. La marque Zénith va aussi stimuler des pionniers de l'aviation, des pionniers qui vont développer l'aviation transmanche. Et Granville a eu un aérodrome extrêmement précurseur dans les années 30. Alors, je ne sais pas si Louis Blériot était passé par Granville, mais en tous les cas, il écrira cette lettre extrêmement touchante en 1912, où il explique que finalement, il a, grâce à cette marque Zénith, un précieux garde-temps extrêmement précis, malgré finalement les conditions extrêmes de l'aviation. Et finalement, Granville, la belle époque de Granville, c'est cette capacité à attirer des pionniers, cette capacité à attirer des précurseurs. Et on a dans la Manche de nombreux exemples de grands pionniers de l'aviation qui ont été stimulés par l'horlogerie. Alors, vous dire l'importance du savoir-faire horloger et pourquoi il est important de signaler son rôle et surtout l'existence d'un arc horloger transmanche en baie du Mont-Saint-Michel. Depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, cette inscription met en valeur une tradition aux portes de la Suisse, dans le Jura, mais il y a eu aussi une reconversion du savoir-faire horloger dans la Manche et qui a été un catalyseur d'innovation exceptionnel pour la nutrition, pour les filières de pêche et pour l'exploration de minéraux marins. L'horlogerie a notamment permis de développer les industries probiomères et exploiter des minéraux marins et des coquillages à l'immense richesse qui vont être encouragés par les travaux académiques et scientifiques de Lucie Randouin. Alors, vous dire que l'inscription à l'UNESCO de l'horlogerie, qui fait sens aussi avec le territoire, parce que même si cette inscription a été portée par la Suisse en collaboration avec la France, pour mettre en évidence un patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier, je pense que la baie du Mont-Saint-Michel, avec ses pèlerins, avec ses visiteurs, avec tout le grand passé spirituel de Granville, est aussi d'une certaine façon un espace transfrontalier.
Et la ville a aussi été en capacité d'attirer des innovateurs et des créateurs. Alors, l'horlogerie a une histoire un peu particulière puisque finalement, c'est à Genève que sont allés se réfugier de nombreux protestants français et italiens, et c'est là que se sont développés les premiers temps de l'horlogerie. Mais à côté des premiers mouvements en France de l'horlogerie franc-comtoise, il y a eu aussi une horlogerie normande extrêmement dynamique à Granville, mais aussi dans l'arrière-pays, je pense notamment à Villedieu-les-Poêles. Alors, l'horlogerie a été aussi en contact avec la géologie. Je pense notamment à une marque de montre en Extrême-Orient qui s'appelle Seiko et qui a été développée au Japon et qui va utiliser, qui sera la première à commercialiser la montre à quartz. Alors, le quartz aussi est un élément extrêmement fort. Granville est entouré de sentinelles de granit, mais il y a aussi dans la baie du Mont-Saint-Michel une géologie exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, de grands architectes se réapproprient ces richesses sédimentaires, ce grand passé géologique. Et vous avez l'exemple ici d'un quartier qui va s'appeler Urban Quartz et qui va être créé dans le secteur de la gare de Rennes. Et le quartz, comme vous pouvez le voir avec ces plans, facilite le reflet, permet de récupérer symboliquement sa propre lumière et d'être soi. Alors, la marque Zénith, qui a fait beaucoup parler d'elle dans la baie du Mont-Saint-Michel, va être portée par un innovateur. C'est un pionnier suisse, Georges Fabre-Jacot, qui va être le premier à imaginer de vastes espaces lumineux dédiés à l'horlogerie, où le travail minutieux est contrôlé de bout en bout, en s'inspirant notamment de techniques nord-américaines. Et la réunion de l'ensemble des métiers d'horloger est une innovation considérable. Elle permet de réduire les erreurs et les malfaçons. Et nous allons voir comment Granville est allé encore plus loin parce que d'espace de lumière, finalement, le territoire granvillais va totalement décloisonner et reconvertir le savoir-faire horloger pour l'utiliser et exploiter des minéraux marins. Alors, de monts en merveille, un peu plus proche, effectivement, après ce voyage, nous nous rapprochons de la baie du Mont-Saint-Michel et vous dire, pour bien comprendre l'esprit précurseur qui a été développé depuis Granville, vous dire l'extraordinaire capacité de cette baie à passer finalement de l'espace solide des territoires à l'espace fluide du monde. Comment l'horlogerie a réussi à se reconvertir? Elle a fait circuler extrêmement vite de l'innovation et de l'innovation entre terre et mer. Vous dire qu'un arc horloger transmanche a été en fait stimulé dans les années 30 à travers la découverte des propriétés du calcium organique vivant. Je vous ai dit, lorsque vous êtes en train de vous promener sur une plage, que vous êtes entouré de coquillages sur le sable, sans le savoir, vous êtes entouré de calcium, et le calcium, c'est la vie. Et ce sable coquillé, qui existe et qui était extrêmement riche au large de Chauzet, va être utilisé pour fertiliser les sols, mais aussi améliorer de nouvelles recherches en nutrition santé. Et c'est véritablement ça qui va intéresser Lucie Randouin dans ses travaux. Elle va encourager des industriels dans des correspondances épistolaires, les pousser à développer l'innovation, à faire circuler de nouvelles découvertes et à utiliser ces minéraux marins comme complément alimentaire naturel pour l'industrie agroalimentaire et notamment intéresser une filière dans la Manche qui est la filière avicole. Pour renforcer notamment le calcium de coquille d'œuf, il va être développé un procédé extrêmement intéressant qui va utiliser des microtechniques d'horlogerie pour briser des coquillages et les utiliser pour
nourrir des poules. Et on va se rendre compte que les œufs deviennent beaucoup plus résistants, beaucoup plus pérennes pour les transports et les ventes. Et Granville, avec le chemin de fer, va pouvoir exporter ses marchandises jusqu'aux halles de Paris. Alors, la baie du Mont-Saint-Michel, comme je vous l'indiquais, est un écosystème extrêmement riche en calcium et va encourager des industriels, des entrepreneurs, des exploitants à exploiter, à mettre en valeur les ressources de la mer et l'utiliser pour l'alimentation minérale des animaux. Ce processus de créativité va donner naissance dans les années 20, dans les années 30, à l'émergence des industries probiomères qui vont reconvertir un savoir-faire horloger à toutes les adaptations et les ressources de la mer. Vous avez ici un coquillage qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un logo que vous voyez ici en rouge et qui a déclenché dans ses origines un contentieux avec la société Shell qui considérait que ce premier logo des industries probiomères était malheureusement beaucoup trop proche du logo des stations-service Shell que vous connaissez peut-être en allant prendre de l'essence. Et donc rapidement, ce logo sera retransformé pour avoir une forme différente, mais qui soit toujours un clin d'œil à la mer, à la Manche. Alors, comme je vous l'indiquais, les succès, les découvertes rencontrées dans le calcium et le renforcement du calcium de coquille d'œuf grâce à des minéraux marins va être récompensé, notamment pendant la grande crise de 1936 à travers la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture qui sera remis à mon arrière-grand-père Théophile Lognonnet. Et c'est une reconnaissance qui va finalement l'encourager, mais qui encouragera aussi d'autres acteurs dans la Manche à exploiter peut-être de nouvelles recherches dans le domaine de la nutrition santé et explorer encore plus loin ces liens entre terre et mer qui seront extrêmement suivis par Lucie Randouin. Alors, pour extraire le sable coquillé au large de Chauzet, les industries probiomères vont se porter à cœur d'un bateau qui va s'appeler le Saint-Pierre. Je me permets d'insister sur le nom de ce bateau parce que le nom Saint-Pierre faisait directement référence à Césarée, qui est l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament. Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et ce nom Césarée, pour désigner Jersey, dans les îles anglo-normandes, fut maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, qui est la forme latinisée désignant la très grande île. Et Jersey était effectivement, dès l'époque antique, mentionné dans l'itinéraire d'Antonin entre Aurigny et Ouessant. Alors, de grands éléments du patrimoine grandvillais font également référence et font lien avec l'histoire de Saint-Pierre, Pierre et Paul. Je pense notamment à l'église Saint-Paul, bien entendu, remarquable trésor par son dôme qui fait penser à un dôme byzantin. Et puis, vous dire que Granville aussi, à travers son jumelage avec Saint-Brelade, est finalement toujours ouvert sur la mer dans le cadre de ce partenariat anglo-normand. Alors, les industries probiomères, pour se développer, vont mettre en œuvre une culture du brevet. L'ensemble des brevets, l'ensemble des procédés vont être brevetés avant de les industrialiser. Et rapidement, les industries probiomères vont réussir à se développer à l'international en mettant en place des partenariats extrêmement atypiques. D'abord avec des filières de l'économie monastique, et je pense en particulier aux moines de l'abbaye de Sept-Fonds
qui fabrique toujours un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Mais bien entendu, ce sont aussi des liens avec des milieux scientifiques, des milieux académiques, et notamment le rôle extrêmement prépondérant de Lucie Randouin, à qui nous dédions aujourd'hui cette visioconférence, agrégée de sciences naturelles en 1911, comme je vous l'indiquais, et première femme à enseigner en Sorbonne et rejoindre l'Académie de médecine après Marie Curie. Alors, l'univers finalement de la mer, l'univers de la pêche, va aussi fortement stimuler des relations avec des relations transmanches, comme je l'ai mentionné avec les îles, Chausey, Jersey, mais aussi avec d'autres ports, et en particulier à l'échelle de l'arc atlantique. Je vous parlais de ces grands ports morutiers qui concurrençaient indirectement Granville, le port de Fécamp, mais il y a aussi des ports qui étaient très actifs en Vendée, je pense au Sable d'Olonne, et également peut-être un mouvement qui sera de concert extrêmement stimulant à cette époque, qui est le mouvement du syndicalisme agricole, qui pousse rapidement des filières à se regrouper. Et l'idée de se regrouper pour être innovant paraît justement de plus en plus pertinente. Et vont se développer dans des ports de nouvelles routes transatlantiques. Je vous cite ici l'exemple des cargos bananiers développés par la Compagnie Générale Transatlantique, qui va effectivement faire venir depuis les Antilles des fruits, des vitamines, des denrées exotiques qui peuvent effectivement renforcer la nutrition et l'équilibre alimentaire. Il y a justement sur ces relations avec les Antilles quelques vestiges qui existent dans plusieurs ports. Je pense notamment au port de Nantes, dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, qui, à la fin de la guerre, a mis en place effectivement des entrepôts qui prenaient déjà en compte de manière un peu précurseur le stockage, mais aussi l'importance de bien valoriser des produits frais et naturels. Et ça, l'histoire des Terre-Neuve à Granville est effectivement le témoignage de cette époque où on prend en compte effectivement les débuts de la nutrition. D'autres filières importantes donc, seront aussi valorisées par Lucie Randouin. Je l'ai dit, le gros sel de Noirmoutier, les richesses salicoles de l'île de Ré. Voilà. Alors, quelque chose qui va aussi peut-être stimuler les travaux de cette scientifique, c'est la capacité de réactivité et la capacité d'adaptation des innovateurs granvillais, des innovateurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Il va, dans les années 60, se poser des questions très importantes de pédurie, liées à l'extraction de minéraux marins, mais aussi les huîtres qui vont progressivement être frappées par des maladies et des périodes qui vont ronger toutes les filières, notamment de l'ostréiculture. Et il va se passer un élan de solidarité assez exceptionnel, puisque en 1967, des ostréiculteurs de la baie de Sendai au Japon enverront des naissins pour reconstituer des parcs qui avaient été décimés dans la baie du Mont-Saint-Michel et en particulier du côté de Cancale. Et par la suite, la ville de Sendai au Japon, qui avait mobilisé ses filières de pêche, ses filières autour de l'économie bleue, va développer un jumelage avec la ville de Rennes. Ce qui va être extrêmement intéressant et atypique dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est que pendant ces périodes de pénurie, ces périodes de crise, il va falloir trouver de nouvelles alternatives. Et ce qui sera développé auprès d'importateurs
alors ça prête un peu à sourire, mais pour remplacer ces compléments alimentaires naturels qui étaient exploités avec du sable coquillé, va être utilisée de la farine de manioc de Madagascar. Et cette farine de manioc est encore extrêmement utilisée en Afrique et dans l'océan Indien. Alors, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est peut-être aussi l'avenir de Granville, et cette conférence est à la fois l'occasion de nous tourner vers le passé, mais peut-être de regarder aussi l'avenir et comment finalement Granville pourrait continuer à être ce laboratoire en termes d'économie circulaire, même si les filières de pêche sont aujourd'hui fragilisées avec le Brexit. Vous avez sans doute pris connaissance des communiqués de la fermeture de la représentation de la région Normandie à Jersey suite aux tensions qui existent avec les autorités anglo-normandes. Je pense que malgré tout, il va y avoir un contexte extrêmement positif et que Granville ne doit pas rater, qui est la COP26, qui va se dérouler au Royaume-Uni. Et ces grandes conférences internationales, il y a eu la COP21 qui s'est déroulée en France. Vous dire que ce sont aussi des grands rendez-vous, des forums multilatéraux qui sont extrêmement intéressants pour stimuler l'innovation. Et depuis la COP23 a été justement mis en valeur des technologies, et notamment une technologie indonésienne qui permet aujourd'hui de transformer l'amidon de manioc en sac et en sachet biologique. Et cet élan de créativité qui a été développé pendant les années 60 avec la farine de manioc auprès d'importateurs, aujourd'hui retrouve peut-être une nouvelle jeunesse, puisque ce procédé indonésien intéresse les Africains, à la fois pour la lutte contre les déchets plastiques, qui est un enjeu planétaire qui concerne à la fois les continents, mais aussi les océans. Et peut-être que finalement, la COP26, en tous les cas, je souhaite good luck à nos amis britanniques pour mettre en valeur des sujets qui pourraient intéresser les filières du territoire, qui pourraient valoriser l'économie circulaire de la Normandie. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, cet enjeu de gouvernance mondiale pour les déchets plastiques et qui invite aujourd'hui à réfléchir à des matériaux biosourcés, des matériaux qui s'appuient sur les ressources de la mer, les ressources de l'océan. Des grandes entreprises s'impliquent sur le sujet. Et ici, sur cette slide, vous avez notamment l'exemple de L'Oréal, mais aussi d'une chaîne de supermarchés au Kenya qui a également eu recours à cette technologie indonésienne. Mais sans doute qu'à Granville, dans ce passage de témoin entre terre et mer, il y a aussi des capitaines d'industrie, des entrepreneurs qui ont plein d'idées pour recycler des filets de pêche, utiliser des ressources respectueuses de l'environnement et stimuler l'énergie à entreprendre et la prise de risque qui existe dans le Sud-Manche. Alors, vous dire effectivement l'importance de la mer, de ce passage de témoin pour croiser des filières et innover demain. Vous avez ici des vieilles photos d'archives. Vous voyez une vue aérienne des industries probiomères, les premières usines, mais aussi, voyez, sur les grèves dans la baie du Mont-Saint-Michel, le travail avec des ouvriers agricoles d'extraction de sable coquillé pour les utiliser ensuite dans l'agriculture, dans le domaine des sciences du vivant. Alors, effectivement, Granville a une relation exceptionnelle avec les îles, avec l'insularité, Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr, pour la pêche à la morue, mais je voudrais aussi rappeler l'importance de ce quartier insulaire de Granville, l'archipel de Chausey. Et puis, vous dire que finalement, les îles, il faut en prendre soin parce que ce sont des laboratoires d'innovation, des laboratoires de résilience. Et Granville a aussi un très grand potentiel à développer dans le cadre de son jumelage avec Saint-Brelade,
à Jersey. Alors, peut-être vous recommandez aussi des lectures, puisque je crois que nos participants ont eu l'information en lisant le très bel article qui a été réalisé par La Manche Libre, et je remercie sa rédactrice. Peut-être vous rappeler aussi la grande créativité littéraire d'un très grand écrivain qui est Victor Hugo, et qui va passer 15 ans de sa vie en exil à Guernesey, dans les îles anglo-normandes, et il produira une œuvre exceptionnelle qui s'appelle Les Travailleurs de la mer, et qui est peut-être inspirante pour imaginer demain l'économie circulaire à Granville. Victor Hugo, dans cette œuvre que je vous invite à redécouvrir, imagine dans son œuvre Les Travailleurs de la mer la figure d'un roi au crinier de l'océan, qui aurait trouvé dans son royaume finalement une forme de stabilité, puisque la Constitution dont il est l'auteur refuse le droit de l'or et de l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, je cite cet exemple parce que Granville a aussi développé un musée du coquillage. Et peut-être qu'il serait intéressant de sensibiliser les associations, renouveler auprès des élus tout l'intérêt de rendre finalement ce musée beaucoup plus interactif, beaucoup plus dynamique, et peut-être lui redonner une nouvelle vie. Je ne sais pas si cet établissement est encore ouvert aujourd'hui, mais le fait qu'il y ait dans le paysage grandvillais ce musée du coquillage, je crois que c'est une formidable institution qui peut être aussi un formidable écrin, à la fois pour sensibiliser des publics, permettre à des écoles, à des visiteurs, à des touristes de mieux découvrir et mieux appréhender cette relation si spécifique que Granville entretient avec la mer. Alors, que retenir aujourd'hui de l'héritage de Lucie Randouin? Lucie Randouin est une scientifique qui est très largement méconnue. Et je voudrais remercier l'ensemble des participants d'avoir rejoint cette conférence, parce que finalement, l'objectif de cette visioconférence était aussi de réveiller des travaux qui avaient été complètement oubliés. Lucie Randouin n'a pas eu de descendance, elle n'a pas eu d'enfant, et elle a été entièrement concentrée, je dirais, sur sa carrière. Ce qui fait qu'on l'a peut-être un peu oubliée, mais je voudrais peut-être encourager finalement des réflexions tous ensemble sur la façon dont peut-être un appel citoyen pourrait peut-être mettre en valeur, en tous les cas mettre en valeur, mettre en avant sa mémoire. Alors, vous dire quand même qu'il existe un prix Lucie Randouin au niveau national qui est attribué chaque année au cours de journées scientifiques, de journées nationales de diététique et de nutrition. J'ai voulu construire cette conférence parce que je suis actuellement en train de participer à une compétition philatélique, et je voudrais à ce titre peut-être réfléchir à la conception d'un timbre qui pourrait être réalisé à l'effigie de Lucie Randouin. Je voudrais sensibiliser l'ensemble des participants, l'ensemble des acteurs grandvillais, vous dire qu'il y a un formidable dialogue à réinventer dans le Sud-Manche, à la fois avec les filières du territoire. Nous avons parlé, nous sommes passés à travers cette conférence de l'horlogerie, aux minéraux marins, à la reconversion d'industrie pour développer des apports en matière de nutrition, mais bien entendu, Granville rayonne aussi avec son grand passé botanique, les découvreurs et les pionniers dans le domaine de la géologie, des sciences de la vie, et également des biotechnologies bleues,
qui fait la fierté de l'économie bleue normande. Et je crois que le territoire a énormément de pépites, de trésors à explorer. Et je voudrais rappeler aussi peut-être l'hommage qui a été rendu par des personnalités au grand passé maritime de Granville. D'abord, le général de Gaulle, qui dans les années 60 était un fervent défenseur de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, et il avait très bien compris le rôle de pont, le rôle transatlantique que Granville entretenait avec nos amis et nos voisins canadiens. Et je crois que c'est un héritage qui fait toujours aussi la fierté des Granvillais. C'est peut-être quelque chose aussi qui enrichit pleinement ce rôle de ville d'art et d'histoire, ce grand passé d'Eterneva, la capacité aussi de recherche, parce que la famille Dior, et je pense à Lucien Dior, le père de Christian Dior, qui s'est impliqué au niveau de la municipalité, mais aussi à la chambre de commerce, est allé très tôt s'intéresser à des innovations en Angleterre, il est allé étudier les engrais chimiques, et il avait, je pense, assez bien compris, comme d'autres industriels granvillais, le lien à imaginer entre terre et mer, entre les filières du territoire de Granville et de son arrière-pays. Terminer un peu en termes de conclusion pour vous encourager aussi à voyager et vous dire que d'autres villes sont extrêmement actives dans des initiatives assez intéressantes qui pourraient peut-être inspirer le territoire granvillais. Je voudrais citer cette initiative que vous avez sous les yeux, qui est notamment développée par la ville de Strasbourg et qui vise à faire renaître des vieux métiers, des vieux savoir-faire qui ont été totalement oubliés et des relations parfois méconnues entre l'univers de la science, l'industrie, les filières du territoire. Et vous pouvez découvrir, si ce programme vous intéresse, sur Internet, les festivités organisées à Strasbourg autour de l'industrie magnifique. C'est le thème qui a été retenu, qui a été une intuition exceptionnelle d'un designer alsacien qui est tout simplement le directeur marketing monde du groupe Cronenbourg. Et peut-être que les Alsaciens pourraient donner de l'inspiration aux Normands. Je pense que cette initiative, l'industrie magnifique, est peut-être aussi un bon bol d'air frais qui pourrait aussi pousser en Normandie une meilleure valorisation des savoir-faire régionaux. Vous parlez aussi d'autres initiatives menées dans d'autres ports. Et je voudrais aussi, à ce titre, vous signaler cette initiative de tiers-lieux maritimes qui est développée dans la rade de Lorient. Je vous ai parlé avec le hangar à bananes de Nantes de l'importance de stocker des produits frais et naturels. Et l'histoire de la glacière de Lorient, qui est un bâtiment extrêmement vétuste, laissé à l'abandon, fait aujourd'hui l'objet d'une campagne que vous pouvez retrouver sur une plateforme de financement participatif qui a été lancée par des citoyens et qui s'appelle « Je fonds pour ma glacière ». La glacière de Lorient, c'était un formidable coffre-fort qui stockait finalement le poisson au frais et qui distribuait aussi de l'eau aux mareyeurs. Et l'idée aujourd'hui est de reconvertir ce lieu délaissé et de permettre d'accueillir de nouvelles activités tournées vers le maritime. Et je vous mentionne cette initiative parce que pour préparer cette conférence, je voulais proposer aux participants deux orientations, à la fois un prisme historique que nous avons redécouvert avec les travaux de Lucie Randouin et son influence pour les filières du territoire, et également un prisme à travers l'innovation. L'innovation qui est aussi qui intéresse des pays émergents, des pays neufs. Je vous mets ici en ligne cette actualité en matière d'économie circulaire qui, de Dubaï à Singapour, pourrait
certainement offrir une caisse de résonance au savoir-faire normand, mieux faire connaître effectivement nos talents cachés, nos pépites, des jeunes entreprises innovantes qui pourraient certainement faire rayonner leur savoir-faire à l'international, comme nous avons eu de grands aventuriers des mers qui ont fait l'âge d'or de Granville. Je vais conclure cette visioconférence. J'espère que je n'ai pas été trop long. Vous dire que cette conférence est l'occasion de lancer officiellement un appel en faveur de la conception d'un timbre à l'effigie de Lucie Randouin. Vous dire qu'un dossier a été constitué, a été transmis à une filiale du groupe La Poste qui est chargée d'examiner les propositions philatéliques, l'édition de nouveaux timbres. C'est un processus assez long qui demande 2 ans d'instruction, ce qui veut dire que cet appel qui est lancé aujourd'hui en 2021 verra peut-être le jour en 2023. Des élus ont été sensibilisés au Sénat, des courriers ont été adressés. Vous êtes également les bienvenus. Si vous souhaitez rejoindre cet appel, il y a une plateforme qui s'appelle change.org, dans lequel vous pouvez retrouver très facilement sur Internet. Il vous suffit de taper timbre Lucie Randouin et vous retrouverez cet appel, cette pétition en ligne ouverte à l'ensemble des citoyens. Et si vous souhaitez soutenir cette aventure, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'un timbre pourrait être l'occasion de nous faire voyager dans l'espace et dans le temps, et peut-être mettre en avant aussi un emblème du territoire grandvillais. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, vous rappeler en mot de conclusion que les avancées horlogères, la nutrition et la marine sont fortement liées, et que Lucie Randouin a finalement été cet oiseau migrateur qui a ouvert un pont entre la mer et l'univers de la nutrition santé. L'importance de l'horlogerie, je voulais le rappeler dans cette conférence, parce que les premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps sur un bateau a été une véritable révolution et a permis à des marins, à des navigateurs de se positionner en mer avec une très grande précision. Et je pense que c'est un élément aussi de fierté normande avec les explorateurs du Nouveau Monde au Canada. Merci à tous pour votre attention. Cette conférence est enregistrée. Elle sera restituée en ligne sur Internet et mise à la disposition du plus grand nombre si vous souhaitez vous plonger de nouveau sur ce sujet. Je vais maintenant ouvrir les questions à l'ensemble de nos participants. Vous avez, si vous le souhaitez, une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez faire part de vos remarques, de vos réactions suite à cette intervention. Vous pouvez tout simplement utiliser le micro si vous souhaitez faire part de vos impressions et peut-être des inspirations aussi que cette conférence vous a fait susciter depuis Granville. Merci à tous. Vous voulez poser des questions? Est-ce que certains souhaitent réagir? Non, ben, je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être découvert des choses nouvelles ou des choses que vous ne connaissiez pas? Bien. Ah, j'ai entendu une voix. Vous voulez pas poser de questions? Non. Non, Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je voudrais en tous les cas remercier le très bel article qui a été réalisé par le journal La Manche Libre. C'est certainement un très bel article qui laissera aussi une trace sur le passage de Lucie Randouin et sa relation avec Granville. Cette conférence va se clôturer dans quelques instants. Vous dire que d'autres conférences seront organisées.
Granville est une grande cité corsaire et je vais préparer un prochain sujet le mois prochain qui sera justement consacré à l'histoire exceptionnelle, l'histoire maritime de la cité corsaire et notamment des aventures de contrebande qui se sont développées avec les îles et en particulier les îles anglo-normandes. Si ce sujet vous intéresse, vous serez bien entendu les bienvenus. Une invitation vous sera envoyée et je communiquerai auprès des médias locaux à Granville pour inviter des lecteurs dans les différents journaux qui pourraient être intéressés par ce sujet et désireux de découvrir une nouvelle thématique. Je vous remercie à tous pour votre attention et remercier encore une fois la Manche Libre qui a été en quelque sorte un peu le partenaire média de ce sujet en faisant parler du destin étonnant de cette chercheure biologiste dans les colonnes de son journal. Merci à Solange Clavel pour avoir rédigé ce beau papier et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Pareillement, à bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. D'accord.